La 5th Air Force avait arraché le poste de bombardier dans le nez et installé 8 mitrailleuses de calibre .50 pointant vers l'avant, 4 dans le nez, 4 en blister sur les flancs du fuselage. Le B-25 était devenu une plateforme de tir volante capable de projeter près de 200 coups par seconde sur sa cible. La théorie était simple, écraser les positions antiaériennes du navire sous une pluie de balles pendant l'approche. Obliger les canonniers à se baisser. Les forcer à choisir, tirer ou survivre. LNER avait observé les mécaniciens boulonner les armes sur son appareil 3 semaines plus tôt. La modification ajoutait environ 1200 livres à l'avant. Le centre de gravité se déplaçait vers l'avant. Son bombardier devenait quelque chose entre un avion d'attaque et un chasseur d'assaut maritime. Un type de machine qui n'avait encore jamais vraiment existé. Les vols d'entraînement s'étaient déroulés en secret. Kenney avait trouvé une épave appelée Prut, un cargo de 4700 tonnes échoué sur Nathay Reef près de Port Moresby depuis 1924. La carcasse rouillée reposait à moitié submergée, une cible parfaite. Les équipages de LNER s'entraînaient à l'aube et au crépuscule, quand la lumière était mauvaise et les témoins rares. Ils apprenaient à raser les crêtes des vagues à 270 000 par heure. Ils apprenaient à sentir le bon timing du largage. Ils apprenaient aussi ce qui se passait quand on se trompait. Le 16 février, le lieutenant Jake Fawcett s'était justement trompé. Il était arrivé trop haut, 70 pieds au lieu de 50. La bombe avait ricoché 2 fois, sauté par-dessus la Prut et explosé 300 yards plus loin. Son bombardier, le sergent Mike Russo, avait refait les calculs. Plus bas, plus vite, plus près. Au passage suivant, Fawcett était entré à 45 pieds. La bombe avait rebondi une fois et frappé la coque de la Prut juste sous la ligne de flottaison. Exactement là où se trouveraient les soutes à munitions d'un navire de guerre. Exactement l'endroit où une seule bombe pouvait déclencher 1000 tonnes d'obus et briser un destroyer en deux. Mais la Prut ne tirait pas en retour. LNER revint aux photos de reconnaissance étalées sur la table et posa le doigt sur le transport de tête. 800 pieds de long, 10 000 tonnes de déplacement, capable d'embarquer 1500 hommes. Le navire amiral du convoi. Chaque officier dans l'attente comprenait ce qui était en jeu. Les renforts japonais avaient transformé Buna en enfer de 6 mois qui avait coûté 5000 pertes alliées. L'AE serait pire encore si ces transports déchargeaient leurs troupes. Les mathématiques du skip bombing exigeaient une précision que la plupart des équipages de bombardiers n'avaient jamais approchée. Altitude d'approche, 50 pieds au-dessus de l'eau. Vitesse d'approche, 270 000 par heure. Point de largage, 300 yards de la cible. Angle de trajectoire, 8 degrés. Fusée retard, 5 secondes. Rater un seul de ces paramètres et la bombe passerait par-dessus le navire, exploserait trop tôt, ou taperait l'eau au mauvais angle et coulerait sans exploser. LNER assigna à chaque pilote une cible précise, transport 1 à transport 8. Les destroyers ne seraient attaqués qu'en secondaire, si les transports brûlaient déjà. Aucun bombardier ne ferait 2 passes sur le même navire. Efficacité maximale. Destruction maximale. Une passe, une bombe, une chance. Les équipages sortirent vers leurs avions à 7 heures. 54 hommes, 9 B-25. Derrière eux, 13 Beaufighters de la Royal Australian Air Force devaient mitrailler le convoi en premier pour saturer les positions antiaériennes. Au-dessus, 16 B-17 Flying Fortress bombarderaient depuis l'altitude, forçant les navires à manœuvrer et à briser leur belle formation. Les P-38 Lightning se chargeraient des Zéros à haute altitude. Mais le coup de grâce viendrait des 9 B-25 de LNER à 50 pieds. Il grimpa dans son appareil à 7h15. Son copilote, le lieutenant Tom Benz, était déjà en train de passer la checklist pré-vol. Le bombardier, le staff sergent Carl Walsh, vérifiait pour la 4e fois le mécanisme de largage. Personne ne parlait. L'équipage volait ensemble depuis 9 mois. Ils savaient exactement ce que signifiait une approche à 50 pieds. Ils connaissaient les probabilités. LNER lança le moteur gauche, puis le droit. Les Wright Cyclones prirent vie et se stabilisèrent dans leur grondement familier. Autour de lui, 8 autres B-25 montaient en régime. La formation décollerait par groupe de 3. Le groupe de LNER partirait en premier. Resté au ras de l'eau pendant tout le trajet. Les radars japonais ne pouvaient pas accrocher une cible sous 100 pieds.
La surprise était le seul avantage réel qu'il possédait. À 7h45, LNER relâcha les freins et lança son avion sur la piste. À 9h30, il saurait si la théorie de Kenney fonctionnait ou s'il venait de conduire tout son escadron au massacre. Le vol jusqu'à la mer de Bismarck dura 90 minutes. LNER maintenait sa formation à une trentaine de pieds au-dessus des vagues, assez bas pour que l'écume vienne parfois éclabousser le pare-brise. Les B-25 volaient en vélage. Chaque appareil à environ 200 yards de l'autre. Assez proche pour garder le contact visuel. Assez éloigné pour qu'une seule gerbe de flaques ne puisse abattre deux bombardiers en même temps. Silence radio. Les Japonais écoutaient toutes les fréquences. Une seule transmission, et le convoi saurait que des bombardiers approchaient. La surprise valait plus cher que la coordination. LNER regarda sa montre. 8h30. Le convoi devait se trouver environ 60 miles au nord-est, faisant route à 12 nœuds vers le détroit de Vitiaz, selon le rapport du matin. En dessous, l'océan était vide. Pas de sillage, pas de vedette japonaise. Juste une surface bleue interminable jusqu'à l'horizon. À cette altitude, LNER ne voyait pas à plus de 5 miles. Le convoi pouvait être n'importe où là dehors. Sa navigation devait être parfaite. 5 degrés d'erreur, et ils passeraient complètement à côté. S'ils arrivaient sous le mauvais angle, les destroyers auraient le temps d'aligner leurs canons principaux. À 8h52, LNER aperçut finalement de la fumée à l'horizon. De larges panaches noires de diesel, 16 navires en formation. Il appuya une fois sur son micro de gorge. Un clic sec, le signal pour toute la formation. Ses ailiers répondirent chacun par un clic. La discipline radio tenait. Le convoi prit forme à mesure qu'ils approchaient, 2 colonnes de transport, 4 navires dans chaque. Les destroyers dessinaient un écran protecteur 2 miles devant et sur les côtés. LNER compta les positions de tir sur le destroyer le plus proche. 6 tourelles principales. Des dizaines de pièces plus petites. Chaque arme prête à suivre son approche dès qu'il sortirait de l'horizon des vagues. À 8h57, les Beaufighter entrèrent en action. Depuis 3 miles en arrière, LNER les vit piquer vers le convoi depuis le nord-est. Leurs canons de 20 mm labouraient les ponts des destroyers. Les traçantes rayaient la mer. Les canons anti-aériens japonais pivotèrent vers cette nouvelle menace. Exactement comme prévu. Les Beaufighter n'étaient pas là pour couler des navires, mais pour obliger les servants à regarder ailleurs. 30 secondes plus tard, les B-17 arrivèrent à 10 000 pieds. LNER vit leur soute à bombes s'ouvrir. Les bombes commencèrent à tomber vers le convoi. Les navires japonais se mirent alors à manœuvrer violemment. Virent à bâbord, à tribord. Les colonnes se brisèrent. Les espacements augmentèrent. Les destroyers filèrent à vitesse maximale, laissant de longues traînées d'écume derrière eux. Confusion. Parfait. LNER réduisit légèrement les gaz et descendit à 40 pieds. La vitesse tomba à environ 260 000 par heure. Walsh, son bombardier, commença à annoncer les distances. 4 milliards. 3800. 3600. Chaque navire du convoi était désormais parfaitement visible. LNER choisit sa cible, le second transport de la colonne bâbord. Environ 700 pieds de long, chargé à ras-bord, assis lourdement dans l'eau. Sa bombe frapperait en plein milieu, là où les compartiments de troupes étaient entassés. Le destroyer sur le flanc gauche les repéra. LNER aperçut les éclairs de bouche. Les premiers obus tombèrent vers la formation. Trop haut. Les canonniers japonais avaient l'habitude de suivre des bombardiers en altitude, pas des silhouettes lançant une attaque à 50 pieds. À 2 milliards, LNER ouvrit le feu. Les 8 mitrailleuses de .50 crachèrent en même temps. Les traçantes remontèrent le long de la superstructure du transport. Le verre éclata. Le métal jaillit en étincelles. Les hommes sur le pont se jetèrent au sol ou plongèrent derrière les garde-corps. La suppression fonctionnait. Les équipes de DCA ne pouvaient pas riposter pendant que des centaines de balles déchiquetaient leur poste à 800 coups par minute. 1200 yards. Les ailiers de LNER se déployaient. Chaque B-25 aligné sur sa cible assignée. La formation se fragmentait comme prévu. 9 bombardiers attaquant 9 navires simultanément. Aucun temps pour les défenseurs de transférer leurs tirs.
Aucun temps pour coordonner une riposte globale. 800 yards. Les canons principaux du destroyer firent feu de nouveau. Cette fois, les gerbes encadrèrent la section de LNER. À gauche. À droite. Assez près pour secouer l'avion par la seule force des déflagrations. Les éclats de métal tintèrent contre le fuselage. Benz, le copilote, cria « Dégâts sur le moteur gauche ». Pression d'huile en baisse, toujours dans le vert. 600 yards. Le transport emplissait tout le pare-brise de LNER. Il voyait les soldats courir sur le pont, cherchant un abri. Voyait les vitres de la passerelle. Voyait les servants de DCA essayer encore de pointer leurs armes vers lui. Chaque instinct en lui hurlait de tirer sur le manche, de monter, de fuir ce mur d'acier qui fonçait droit sur eux à une vitesse de fermeture combinée de près de 300 000 par heure. 400 yards. La voie de Walsh trancha le vacarme des moteurs, bombe armée, prête au largage. 300 yards. LNER appuya sur le bouton de largage. Il sentit l'avion se soulager d'un coup, remonter légèrement quand les 1000 livres quittèrent les attaches. La bombe plongea vers l'avant, emportée par l'inertie. Elle toucha l'eau par le nez, rebondit une fois comme un galet bien lancé, et fila droit vers la coque du transport. LNER tira violemment sur le manche et commença à grimper. Derrière lui, la fusée de 5 secondes commençait à compter. La bombe explosa à la ligne de flottaison. LNER ne vit pas l'explosion. Il grimpait à pleine puissance, le ciel remplissant son champ de vision. Mais il la ressentit. L'onde de choc frappa le B-25 comme un coup de poing géant, soulevant la queue et projetant l'appareil de côté. Benz lutta avec les commandes. L'altimètre tourna, 100 pieds. 203 cents. LNER jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule. Le transport était en train de se déchirer. Une colonne de feu et de fumée noire jaillissait du milieu du navire. La coque se pliait. Le métal hurlait. Le premier souffle d'explosion traversa tout le navire. Des détonations secondaires couraient le long de la superstructure, là où les soutes à munitions prenaient feu les unes après les autres. Le transport commença à s'incliner sur bâbord, avalé par l'eau qui se précipitait à travers l'immense déchirure ouverte dans sa coque. Sur le pont, des silhouettes minuscules sautaient déjà par-dessus bord, soldats abandonnant un bâtiment condamné. Une seule bombe, 15 secondes entre le moment où elle avait quitté le B-25 et le moment où elle avait condamné tout un navire. La frappe à la ricochet avait fonctionné. Sur la droite de Lenné, le bombardier du lieutenant Jake Fawcett remontait de son propre passage d'attaque. Un autre transport brûlait, des flammes grimpaient le long de son mât avant. Sur la gauche, le capitaine Bill venait de lâcher sa bombe sur un destroyer. Le projectile avait rebondi 2 fois sur la surface de la mer avant de percuter la coque juste sous la tourelle arrière. La déflagration interne souleva littéralement la poupe hors de l'eau. Quand le bâtiment retomba, tout le dernier tiers arrière avait disparu. Le destroyer commença à s'enfoncer par l'arrière, englouti à grande vitesse. 4 cibles touchées en à peine 1 minute et demie. Le convoi japonais était en plein chaos, mais les défenseurs apprenaient vite. Un destroyer sur le flanc extérieur vira face au bombardier. Ses pièces principales tirèrent en salve rapide. Les obus marchaient sur l'eau en direction du B-25 du lieutenant Tom Mitchell. Le premier impact tomba à une 50aine de mètres, le deuxième à une 20aine, le troisième atteignit la cible. L'appareil de Mitchell se désintégra. La bombe accrochée sous le fuselage explosa à l'impact, transformant le bombardier en une boule de feu instantanée. Aucun parachute, aucun survivant. 5 hommes effacés en l'espace d'un battement de cœur. Lenné vit les débris se répandre sur la mer. Il n'y avait pas de temps pour encaisser, pas de temps pour faire le deuil. L'attaque continuait. Les B-25 encore en état poursuivirent leur passe. Le lieutenant Carl Johnson se mit en axe sur le transport de tête, le navire amiral du convoi. Son approche était parfaite, altitude d'une 15aine de mètres, environ 270 000 à l'heure, mitrailleuse de nez en feu. En face, l'équipage japonais répondait avec tout ce qu'il avait sous la main, canon de 20 mm, mitrailleuses lourdes, fusils. L'air entre le bombardier et le transport semblait rempli de traits lumineux. Le lâcher de Johnson fut impeccable. La bombe rebondit une fois et entra dans la coque juste en avant de la passerelle. Grâce au détonateur retardé, elle eut le temps de pénétrer profondément avant d'exploser.
La déflagration éventra 3 ponts. Le feu se propagea dans les cales. Le nez savait ce qui y était stocké. Obus, caisses de munitions, fûts de carburant. Le transport se transforma en brasier. Des hommes brûlaient sur le pont avant de se jeter à la mer, enveloppés de fumée. Le bombardier du lieutenant Paul Warren fut touché pendant son approche. Un canon japonais sur l'un des destroyers avait enfin ajusté sa visée pour ce type d'attaque à très basse altitude. Des obus de 20 mm traversèrent l'aile gauche, éventrant le réservoir. Le carburant se mit à ruisseler, puis à s'enflammer. Warren maintint malgré tout sa trajectoire. 300 yards. 200. À 150 yards à peine, il lâcha sa bombe. Le projectile bondit sur l'eau et frappa le flanc du transport sous la ligne de flottaison. Warren vira brutalement sur la droite, traînant un panache de flammes. Son copilote, le lieutenant Dave Miller, déclencha déjà le système d'extinction. Le feu s'étrangla, se coupa. L'appareil volait encore, de justesse. 6 transports brûlaient ou coulaient. 2 destroyers étaient endommagés. Un B-25 manquait à l'appel. Toute cette destruction en moins de 4 minutes. Derrière arrivaient déjà les appareils de la deuxième vague, 9 B-25 de plus, issus du 90e escadron, mené par le major Ralph Schell. À 5 milles de distance, ils avaient vu la première attaque. Ils savaient que la méthode fonctionnait. Ils savaient aussi quel prix elle coûtait. Schell étira sa formation, chaque équipage choisissant une cible parmi les navires encore à flot. Cette fois, les Japonais les attendaient. Tous les canons du convoi étaient pointés bas. Les destroyers s'étaient disposés en ligne de protection, leurs pièces principales tirant en salve coordonnée. La mer se hérissait de gerbes d'obus. La barrière de feu était dense, calculée, meurtrière. L'ennemi avait retenu la leçon de la première vague et entendait bien faire payer la seconde. Schell aborda sa cible par l'est, face au soleil. Un choix intelligent. Les servants japonais devaient viser à travers un éblouissement constant, tirant sur des silhouettes plus que sur des formes nettes. Sa bombe frappa un transport déjà agité. L'explosion précipita son agonie. Le navire se coucha sur le côté et disparut en moins de 2 minutes. Plus de 1000 soldats y laissèrent la vie. Le lieutenant Harold Jensen n'eut pas cette chance. Son angle d'approche était mauvais, trop plat, trop rapide. Sa bombe ricocheta 3 fois, sauta au-delà du destroyer visé et explosa inutilement au loin. Jensen remonta et entreprit un second passage. Le destroyer qu'il venait de manquer l'avait suivi du regard pendant tout son virage. Lorsqu'il se représenta, le navire était prêt. Le premier obus arracha le moteur gauche. Le second frappa le cockpit. Le B-25 se retourna et plongea dans la mer à très grande vitesse, sans explosion spectaculaire, juste un impact brutal. L'océan se referma et continua de rouler comme si rien ne s'était passé. 2 bombardiers abattus. 7 transports en train de sombrer. 3 destroyers hors de combat. La bataille durait depuis à peine 8 minutes quand le nez prit conscience, avec une lucidité glaciale, que la marine japonaise disposait encore de dizaines de chasseurs Zéro quelque part au-dessus des nuages. Les Zéros apparurent vers 9h15, 18 appareils plongeant depuis environ 12 000 pieds. À travers des lambeaux de nuages, le nez aperçut ces silhouettes argentées déchirer le ciel en direction des bombardiers comme des rapaces sur des proies. Les P-38 Lightning étaient censés les retenir. Quelque chose avait mal tourné. Soit ils étaient submergés en nombre, soit une seconde unité de chasse japonaise, inconnue des renseignements, venait d'entrer dans la danse. Le B-25 de Lenné était vulnérable, carburant bas, munitions en fin de course. Les mitrailleuses de nez n'avaient plus qu'une poignée de bandes, pas de quoi soutenir un vrai combat. Il poussa les manettes à fond et se laissa tomber à une hauteur de crête d'onde. 6 mètres. 5. Les hélices soulevaient des gerbes d'embrun. Les Zéros se séparèrent en 2 groupes. La moitié resta en altitude pour accrocher les Lightning, les 9 autres se jetèrent sur les bombardiers. Ils arrivèrent à près de 400 000 à l'heure, crachant leurs canons de 20 mm bien avant la distance classique, à presque milliard. Le nez vit les traçantes passer trop près du cockpit. Il fit zigzaguer son appareil, virant brusquement à gauche puis à droite pour rendre sa trajectoire imprévisible. Dans la tourelle dorsale, le sergent Tommy Blake ripostait par courtes rafales sur le Zéro le plus pressant. Le chasseur rompit l'attaque,
non parce qu'il était gravement touché, mais parce qu'il avait compris qu'approcher davantage serait un pari risqué. Le bombardier déjà abîmé de Warren n'eut pas ce répit. Un zéro se colla dans son sillage et refusa de le lâcher. Warren tenta tout ce qu'il connaissait, montée, piqué, virage serré qui mettait son aile blessée au bord de la rupture. Rien n'y fit. Le pilote japonais était expérimenté, patient. Il attendit simplement que le B-25 perde trop de vitesse dans un virage montant, puis lâcha une courte rafale parfaitement placée. Le moteur droit explosa. Le bombardier piqua du nez et disparut dans l'océan. Le nez aperçut 3 voiles blanches s'ouvrir dans le ciel, 3 parachutes sur 5 membres d'équipage. Ce n'était pas assez, mais c'était déjà ça. Les héros harcelèrent les bombardiers pendant une bonne demi-douzaine de minutes, puis, soudain, rompirent le combat et remontèrent. Le nez mit un temps à comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'il aperçoive au-dessus de lui les silhouettes plus lourdes des B-17 en train de revenir pour une seconde série de bombardements vers 10 000 pieds. Les chasseurs japonais devaient choisir, continuer à frapper les appareils au ras des vagues ou grimper défendre le convoi contre les forteresses volantes. Ils choisirent la menace la plus lourde, les grands bombardiers. Le nez profita de ce répit pour faire le point. Son moteur gauche vibrait anormalement, la pression d'huile jouait au yo-yo, la jauge indiquait un peu plus de la moitié des réserves de carburant. Probablement assez pour rentrer à Port Moresby, si la mécanique tenait. Derrière lui, la Seine-sur-Mer ressemblait à un cimetière flottant. 8 transports avaient été atteints. 7 étaient en train de sombrer ou déjà perdus, le dernier brûlait encore mais se traînait vers la côte de Nouvelle-Bretagne. Les 4 destroyers d'escorte étaient frappés. 2 étaient immobiles, 2 autres tournaient autour des transports en feu pour repêcher des rescapés. La bataille de la mer de Bismarck était loin d'être terminée. Il n'était que 9h21. L'attaque initiale avait duré à peine 11 minutes, mais le travail de destruction allait se prolonger 3 jours entiers. Les bombardiers américains reviendraient à intervalles réguliers. Des vedettes rapides patrouilleraient pour intercepter les rescapés en canot. Les Japonais avaient engagé environ 7000 hommes dans ce convoi. Moins de 12 cents atteindraient finalement l'AE. Les autres se noieraient, brûleraient ou succomberaient à l'exposition en mer. Le nez mit le cap vers la base. Sa formation était éparpillée sur une 50aine de kilomètres d'océan. 4 B-25 avaient été perdus, une vingtaine de membres d'équipage portés disparus ou confirmés morts. Mais la mission avait rempli son objectif. La frappe à la ricochet venait de faire la preuve de son efficacité de la manière la plus brutale qui soit point et la technique serait maintenant améliorée, codifiée, enseignée à chaque escadron de bombardement du théâtre Pacifique. En moins de 6 mois, les commandants japonais renonceraient à faire naviguer de grands convois dans le rayon d'action de l'aviation alliée. Leur chaîne logistique s'étranglerait peu à peu. Le cours de la guerre finirait par basculer. Mais le nez, lui, n'en savait rien encore. Tout ce qu'il voyait, c'était son manomètre de carburant qui baissait, un moteur qui agonisait et Port Moresby à 1h30 de vol. Il ordonna à son équipage de se débarrasser de tout ce qui n'était pas vital, caisses de munitions inutiles, pièces détachées, outils, tout ce qui pouvait alléger l'avion. Le B-25 peinait à garder l'altitude avec un seul moteur à moitié malade. Vers 10h10, Ben aperçut enfin la ligne sombre de la côte, le littoral sud de la Nouvelle-Guinée. Ils étaient à peu près dans l'axe. Le moteur gauche vibrait dangereusement maintenant, de l'huile s'échappait d'une fissure dans son carter, la température grimpait vers la zone critique. 5 minutes de plus et il se bloquerait complètement. Le nez réduisit ce moteur, mit l'hélice en drapeau et transféra toute la puissance sur le moteur droit. La vitesse tomba à environ 180 000 à l'heure, à peine au-dessus de la vitesse de décrochage, juste de quoi rester en l'air. La côte se rapprochait, 40 miles, 30, 20. Le moteur tint bon. Le nez posa son appareil à Port Moresby vers 11h17. La piste était bordée de mécaniciens, de personnel au sol, d'officiers du renseignement. Tout le monde savait qu'un convoi ennemi avait été frappé, mais personne ne connaissait encore l'ampleur exacte du désastre. Il coupa les moteurs et resta assis dans le cockpit une demi-minute, les mains toujours crispées sur le manche. Ben, à côté de lui, ne bougeait pas davantage. Ils avaient passé 3h42 en vol, mais cela ressemblait à 3 jours entiers. La séance de débriefing dura 2 heures. Le nez et les pilotes revenus s'assirent sous la tente des opérations tandis que les officiers du renseignement reposaient toujours les mêmes questions sous des formes différentes. Combien de navires touchés? Combien en train de couler?
Combien de bombes lâchées? Combien d'appareils manquants? Les analystes recomposaient le puzzle morceau par morceau. 9 pilotes avaient attaqué. 5 seulement avaient regagné la base. Mitchell manquait. Jensen aussi. Warren flottait quelque part en mer, son équipage en partie récupéré par un hydravion Catalina, 2 hommes blessés. À 13 heures, les photographies de reconnaissance arrivèrent enfin. Un bimoteur australien avait survolé le convoi à environ 15 000 pieds à midi. Les clichés racontaient ce que les équipages ne pouvaient qu'estimer. On y voyait 8 transports, 7 en train de s'enfoncer ou de chavirer, le 8e échoué sur la côte, en flammes. 4 destroyers, 2 coulés, 2 gravement endommagés et en retraite vers Rabaul. Temps écoulé entre la première attaque et le dernier navire qui sombre, environ 3 heures. Le général Kenney atterrit à Port Moresby vers 16 heures. Il alla droit à la tente des opérations et étala les photos sur la table de briefing. Il ne distribua ni poignée de main ni discours. Il posa simplement le doigt sur le transport échoué, encore en feu, et dit « Terminez le travail ». Les bombardiers australiens referaient un passage au crépuscule. Rien ne devait atteindre l'AE. La seconde frappe décolla vers 17h30. Le nez ne vola pas cette fois-là, son B-25 avait besoin d'un nouveau moteur. Il resta au sol et observa 9 appareils 9 s'élancer vers le soleil couchant. Il serait sur zone à la tombée du jour. Les survivants japonais, occupés à récupérer équipements et blessés sur la plage, ne s'attendaient pas à un nouveau coup. Ils se trompaient. Les bombardiers revinrent vers 20 heures. Le transport échoué n'existait plus, coulé sur place. Les 2 destroyers déjà touchés avaient été surpris en tentative de repli, frappés de nouveau, condamnés à leur tour. Les Japonais avaient quitté Rabaul avec 16 navires. Le soir du 2 mars, 14 gisaient au fond de la mer de Bismarck. Les 2 derniers destroyers mirent péniblement cap sur Rabaul, presque noyés. Le prix humain était effroyable. Environ 7000 soldats avaient embarqué au départ. Les vols de reconnaissance des 2 jours suivants comptèrent à peine 900 rescapés atteignant la côte de Nouvelle-Bretagne à la nage ou en canot. Des vedettes rapides américaines interceptèrent la plupart des embarcations. Certains survivants furent récupérés. D'autres furent pris pour cible en mer. La frontière entre combat et extermination devint floue durant ces 3 jours. Les ordres étaient clairs, aucune clémence. Les équipages américains avaient vu leurs camarades mitraillés en parachute. Ils renvoyèrent la même cruauté vers les canots ennemis. Le nez apprit ces détails 3 jours plus tard. Il ne posa pas de questions. Il ne voulait pas savoir quels équipages avaient tiré sur des canots, quels bombardiers avaient mitraillé des silhouettes luttant pour rejoindre la plage. La guerre avait des règles, jusqu'au moment où plus personne ne les respectait. Ces règles s'étaient dissoutes quelque part entre l'instant où l'appareil de Mitchell avait été pulvérisé et la disparition du dernier transport japonais. On n'en parlait pas dans les rapports. On ne l'écrivait nulle part. Et pourtant, tout le monde savait. Le bilan final tomba le 7 mars. Côté japonais, 8 transports coulés, 4 destroyers perdus. Environ 3000 hommes noyés, 1500 morts sous les bombes ou les mitraillages, à peine un peu plus d'1 millier arrivés jusqu'à l'AE en traversant la jungle, sans armes, sans vivres, sans structure. Incapables de combattre. L'opération de renfort était un échec complet. Côté américain, 4 B-25, un B-17, 2 P-38 abattus. 13 aviateurs tués, 6 blessés. Face à un convoi entier, le rapport de pertes semblait irréel. La frappe à la ricochet avait fonctionné, mais seulement parce que les équipages de l'ENE avaient accepté de voler droit sur des destroyers à 50 pieds de hauteur tandis que la DCA transformait le ciel en piège de métal. Parler de courage paraissait presque insuffisant. Une forme de folie lucide décrivait mieux ce qu'ils avaient accepté de faire. Le général Kenney qualifierait plus tard la bataille de la mer de Bismarck d'engagement air-mer le plus décisif de toute la guerre du Pacifique. L'amiral Yamamoto y verrait un désastre stratégique. La marine japonaise annula immédiatement tout projet de convois important dans le rayon d'action des bases aériennes alliées. La route logistique vers la Nouvelle-Guinée était coupée. Les garnisons de l'AE, Salamoa et Madan devraient vivre sur leurs réserves et elles ne tiendraient pas longtemps. Mais la bataille changea plus que la stratégie nippone. Elle transforma la manière dont toutes les forces aériennes du monde envisageaient l'attaque des navires. Les Américains perfectionnèrent la frappe à la ricochet.
Les Britanniques l'adoptèrent. Les Soviétiques la copièrent. À partir de l'année suivante, les bombardements à très basse altitude devinrent un standard pour les unités de frappe maritime. Le Ney effectua encore 16 missions avant de rentrer au pays au mois de mai. Il ne parla jamais publiquement de cette bataille. Pas d'interview, pas de mémoire. Il avait fait ce qu'il estimait nécessaire, cela lui suffisait. Une question pourtant restait en suspens pour tous les planificateurs. La même méthode fonctionnerait-elle face à un adversaire pleinement préparé? Les Japonais posèrent cette question en conditions réelles 3 mois plus tard. Au début de juin, un nouveau convoi fut repéré au départ de Rabaul. 6 transports, 8 destroyers. Cette fois, les navires naviguaient essentiellement de nuit. Cette fois, une couverture permanente d'une 60aine de chasseurs zéro veillait au-dessus des bâtiments. Cette fois, chaque destroyer embarquait des canons supplémentaires de 20 mm spécialement installés pour contrer les attaques à très basse altitude. L'ennemi avait appris. Il s'était adapté. La 5e Air Force frappa à l'aube avec 12 B-25 utilisant la même technique. Les résultats furent nettement différents. 2 transports touchés, un destroyer endommagé, 3 bombardiers abattus. Le rapport s'était inversé. La DCA japonaise s'était considérablement renforcée. Les servants qui avaient survécu à la mer de Bismarck avaient formé leurs successeurs. Ils savaient garder les tubes pointés bas, ouvrir le feu tôt et concentrer leurs tirs quand les bombardiers entraient dans la zone où ils ne pouvaient plus manœuvrer. Les Américains, à leur tour, modifièrent leur méthode. Dès le mois de juillet, les mécaniciens de la 5e Air Force ajoutèrent des plaques de blindage autour des cockpits et des moteurs. Ils augmentèrent le nombre de mitrailleuses de Ney jusqu'à une douzaine de calibre 50. Certains B-25 en portaient 14. L'idée restait la même, saturer les ponts ennemis de feu pendant l'approche pour forcer les servants à se mettre à l'abri ou à tomber. La modification porta ses fruits. Le 2 novembre suivant, 38 B-25 attaquèrent le port de Rabaul dans le plus grand raid de frappe à la ricochet de la guerre. Le mouillage abritait 18 navires de guerre. Une trentaine reçurent des coups directs, un croiseur lourd coulé, un destroyer perdu, des bâtiments auxiliaires détruits, une quinzaine de cargos gravement touchés ou en train de sombrer. Le raid dura moins de 20 minutes. Les pertes américaines se résumèrent à 2 bombardiers. Le rapport venait à nouveau de basculer en faveur des Alliés. Rabaul démontra autre chose. La frappe à la ricochet atteignait son maximum d'efficacité contre des navires prisonniers de leur environnement, coincés dans des ports, des chenaux étroits, des mouillages serrés. Contre un convoi en pleine mer, capable de manœuvrer, protégé par des chasseurs, la tactique restait possible mais extrêmement risquée. Contre des navires au mouillage, elle devenait tout simplement dévastatrice. Les Britanniques adoptèrent la technique à la fin de l'année. Les bombardiers Beaufighter de la Royal Air Force l'utilisèrent contre des convois allemands au large de la Norvège. Les résultats furent similaires à ceux du Pacifique, pertes lourdes, succès tactique majeur. Les Allemands réagirent en hérissant leurs cargos de pièces anti-aériennes et en imposant des escortes de chasse pour la plupart des convois. Faire transiter du ravitaillement par mer devenait chaque mois plus coûteux et moins efficace. Les Soviétiques s'inspirèrent à leur tour de la méthode pour cibler des navires allemands en mer Noire et en Baltique. Leur exécution restait plus brute, altitude encore plus basse, bombes plus lourdes, moins de feux de suppression coordonnés. Les résultats furent mitigés. Des navires coulés, oui, mais aussi beaucoup de bombardiers manquants. Le courage ne manquait pas, les moyens et la finesse des procédures, si. À partir de l'année suivante, la frappe à la ricochet s'intégra dans des plans d'attaque plus complexes. Les bombardiers de haute altitude arrivaient d'abord, forçant les navires à changer de cap. Les chasseurs mitraillaient ensuite les ponts pour réduire la DCA. Puis venaient les bombardiers de basse altitude, fonçant droit sur des défenses déjà désorganisées. Cette approche en plusieurs couches permettait de conserver l'efficacité tout en limitant les pertes. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Entre le mois de mars 1943 et août 1945, les appareils américains utilisant la frappe à la ricochet coulèrent ou endommagèrent gravement plus de 200 navires japonais. Le prix payé fut la perte de 47 bombardiers, soit environ 4 navires mis hors de combat pour un appareil. À titre de comparaison, les bombardements classiques en altitude n'atteignaient même pas un tiers de navires par bombardier engagé. La méthode à basse altitude se révélait une quinzaine de fois plus efficace. Le coût humain, lui, se mesurait autrement. Frapper à la ricochet exigeait de voler droit vers des bâtiments couverts de canons,
en maintenant cap et altitude pendant que les traçantes tissaient une cage lumineuse autour du cockpit. La pression psychologique était énorme. Les équipages affectés à ces missions avaient des tours d'opération plus courts, des taux de fatigue de combat plus élevés, davantage de mise au repos médical pour raisons nerveuses. La tactique fonctionnait. Elle brisait aussi, peu à peu, ceux qui l'appliquaient. Le nez ne retourna jamais en mission de frappe à la Ricochet après le mois de mai. Il forma de nouveaux équipages, les regarda s'aligner pour décoller vers les mêmes couloirs de tir qu'il connaissait si bien, regarda certains ne jamais revenir. À la fin du conflit, il avait entraîné plus de 60 pilotes à cette méthode. 18 y laissèrent la vie, 23 furent blessés. Les statistiques étaient implacables. Près d'un tiers de mortalité, plus de la moitié de pertes si l'on incluait les blessés. Mieux que certains bombardements classiques, pire que la plupart des autres rôles aériens. Les historiens militaires débattraient longtemps d'une question simple. Cette tactique avait-elle réellement raccourci la guerre? La réponse restait nuancée. La frappe à la Ricochet n'avait pas gagné des batailles à elle seule, mais elle avait étranglé les artères logistiques japonaises, rendu chaque renfort terriblement coûteux, forcé la marine impériale à renoncer aux grands convois. Sans ravitaillement, les garnisons s'épuisaient. Sans renfort, les positions fortifiées devenaient indéfendables. Les îles tombaient les unes après les autres. Ce qui demeurait incontestable, c'était ceci. Au début du mois de mars 1943, 9 B-25 volant à une quinzaine de mètres d'altitude avaient détruit un convoi entier en moins d'un quart d'heure de combat continu. La manœuvre avait été formellement interdite 2 fois, qualifiée de mission sans retour par tous ceux qui en avaient entendu parler, puis reconnue comme brillante par les mêmes après que des hommes eurent prouvé qu'elle marchait. La vérité se situait quelque part entre les deux. C'était la rencontre de la peur et de l'inventivité. Des équipages prêts à tenter l'inédit parce que les méthodes approuvées ne donnaient plus de résultats. Du courage concentré dans le simple fait de conserver sa trajectoire pendant que le ciel se transformait en piège mortel. La guerre du Pacifique ne fut plus la même après la mer de Bismarck. Les grands convois japonais cessèrent d'oser les eaux sous contrôle des Alliés. Les lignes d'approvisionnement se rompirent, les garnisons dépérirent, les îles tombèrent. L'offensive se rapprocha du Japon d'un atoll à l'autre, et la marine impériale fut impuissante à inverser le mouvement, faute de pouvoir nourrir ses propres troupes avancées. La frappe à la Ricochet n'avait pas, à elle seule, gagné la guerre, mais elle avait fermé une route dont l'ennemi avait désespérément besoin. Si cette histoire vous a touché autant que nous, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». Chaque like indique à la plateforme que ce récit mérite d'être montré à davantage de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires que nous sortons des archives chaque jour. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Êtes-vous en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, en Afrique, ailleurs? Peut-être avez-vous un membre de votre famille qui a servi pendant la guerre. Écrivez-le nous. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous participez à garder la mémoire de ces équipages vivantes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce récit, et merci de contribuer à ce que le nom d'Ed Lenné et de ses hommes ne se perde pas dans le silence. Ces équipages méritent d'être rappelés. Et grâce à vous, ils le seront encore longtemps.